Alerte de novembre 2019. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 10 de novembre 2019. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale, avec un focus sur les PLF et PLFSS, ainsi que sur l'importante loi de simplification du droit des sociétés. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Projet de loi de finances pour 2020. Plusieurs dispositions du projet de loi de finances pour 2020 assurent la transposition de directives ou la mise en conformité du droit interne avec le droit de l'UE. Les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu de 2019 seraient revalorisées de 1%. On relèvera également la mise en œuvre de la baisse annoncée de l'impôt sur le revenu. À compter de l'imposition des revenus de 2020, le taux de la première tranche serait ramené à 11% et le champ d'application de la décote serait élargi. Le prélèvement à la source opéré dès le 1er janvier 2020 en tiendrait compte. Signalons aussi d'autres mesures contenues dans le PLF pour 2020. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique serait transformé dès 2020 en une prime forfaitaire pour les ménages les plus modestes et prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 pour les ménages aux revenus intermédiaires. Son périmètre serait recentré sur certaines dépenses prises en compte forfaitairement. La trajectoire de la baisse en 2020 et 2021 du taux normal de l'IS est modifiée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 250 millions d'euros. Des mesures restrictives en matière de crédit d'impôt recherche sont prévues notamment pour certaines dépenses de personnel. Afin notamment de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, le montant de la fraction d'amortissement des véhicules de tourisme déductible des résultats serait révisé pour les véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation. La taxe sur les véhicules de société afférente à ces véhicules serait d'une manière générale allégée. Les taxes sur les cartes grises et le malus annuel seraient réformés. La taxe d'habitation sur les résidences principales serait progressivement supprimée. Les contribuables non concernés par l'allègement sous conditions de ressources bénéficieraient d'une exonération de 30% en 2021 et de 65% en 2022, tous les redevables étant totalement exonérés en 2023. Cette suppression s'accompagnerait d'une réforme du financement des collectivités territoriales. La révision des évaluations foncières des locaux d'habitation serait reportée à 2026. Basée sur les loyers constatés au 1er janvier 2023, elle serait assortie d'une procédure de mise à jour permanente. La procédure applicable aux locaux professionnels, qui serait alignée sur cette dernière, s'en trouverait simplifiée. En matière sociale, et pour décourager la conclusion de contrats de courte durée, une taxe forfaitaire de 10 € viendrait frapper la conclusion de tout CDD d'usage conclu à compter du 1er janvier 2020, sauf exception. Par ailleurs, le PLF prévoit une hausse des charges sociales dues par les micro-entrepreneurs et un recentrage de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, ACRE, vers les demandeurs d'emploi. Nous détaillerons toutes ces mesures dès qu'elles seront votées fin 2019 dans le magazine Alerte de janvier 2020. Emploi d'un salarié à domicile et décès de l'employeur. En cas de décès de l'employeur d'un salarié à domicile,
Les dépenses versées par les héritiers au titre du dernier salaire et de l'indemnité de congé payé exigible au titre d'une activité exercée pendant une période antérieure au décès entrent dans l'assiette du crédit d'impôt et s'imputent sur la cotisation d'impôt sur le revenu due au nom du défunt pour la période du 1er janvier à la date du décès, quand bien même elle serait payée après le décès. Attention, ces frais ne donnent pas lieu au crédit d'impôt pour les héritiers, mais seront intégrés à la succession. Revenus fonciers, dépenses d'entretien et de réparation. Seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement portées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers, à l'exclusion des charges récupérables auprès du locataire. Comme les dépenses d'entretien de l'ascenseur et des systèmes d'incendie situés dans les parties communes de la copropriété d'un immeuble loué constituent des réparations locatives incombantes au locataire, ces dépenses ne sont pas déductibles du revenu foncier du propriétaire. Et signalons aussi, car cela a été confirmé récemment, que ne sont déductibles des revenus fonciers ni les travaux d'aménagement augmentant la surface habitable, ni les travaux de rénovation indissociables d'une opération de reconstruction. RSI TVA, dépôt tardif ou absence de dépôt de la déclaration annuelle. Les redevables relevant du régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque exercice une déclaration récapitulative annuelle de TVA, dite CA12, qui détermine la taxe due pour la période écoulée et le montant des acomptes pour la période à venir. En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de cette déclaration, la taxe due fait l'objet de la majoration au taux correspondant à la gravité du manquement déclaratif. Dans un arrêt récent, le Conseil d'État a jugé que la base de calcul de cette majoration s'entend de la différence entre le montant de la taxe due pour la période d'imposition et le montant des droits déjà acquittés sous forme d'acompte. Ce faisant, il infirme implicitement la doctrine administrative en vigueur, selon laquelle il n'y a pas lieu de déduire les acomptes de la base de calcul de la majoration. ISF et IFI, plafonnement de l'imposition. Une SCI a réalisé une plus-value immobilière dont les associés ont décidé la mise en réserve. Dans une telle situation, selon la Cour de cassation, pour le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune dont est redevable un associé d'une société de personnes, la quote-part de bénéfices sociaux lui revenant doit être prise en compte, même si ces bénéfices n'ont pas été distribués. Et cette solution est transposable pour l'application du plafonnement de l'IFI. Droit à l'erreur. La loi d'août 2018 relative au droit à l'erreur a prévu la réduction de moitié de l'intérêt de retard dû en cas de rectification spontanée par le contribuable de bonne foi d'une erreur de déclaration. Commentant ce dispositif, l'administration a apporté quelques précisions sur l'application de cette réduction. Rappelons que 3 conditions cumulatives sont nécessaires pour que la réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard soit applicable. Régularisation spontanée, correction d'une erreur ou d'une omission commise de bonne foi, c'est-à-dire commise de façon non intentionnelle, et paiement des droits correspondants effectués lors du dépôt de la déclaration rectificative ou selon l'échéancier accordé par le comptable public lorsque le contribuable sollicite un étalement des paiements. L'administration précise que lorsque ces 3 conditions cumulatives sont remplies, la réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard s'applique sans qu'il soit nécessaire que le contribuable en demande le bénéfice. Notez que le dépôt d'une déclaration rectificative est considéré comme spontané lorsqu'il intervient avant tout acte de l'administration. L'administration rappelle également que les omissions ou inexactitudes
commises par les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires. La condition tenant à la bonne foi du contribuable est donc présumée remplie. Enfin, lorsqu'une partie seulement des droits objet de la régularisation est immédiatement payée lors du dépôt de la déclaration rectificative et qu'aucun plan de règlement n'est autorisé pour le solde, seuls les intérêts de retard dus à raison des droits payés lors du dépôt bénéficient de la réduction de l'intérêt de retard. Actualité juridique du mois, compte courant d'associés. La mention du rapport d'un gérant de SARL sur les conventions réglementées indiquant qu'un associé est titulaire d'un compte courant d'un certain montant, sans émettre de réserve, ne s'analyse pas en une simple information d'une inscription au bilan, mais elle vaut reconnaissance de dette de la société à l'égard de l'associé. Du coup, ce rapport interrompt la prescription de l'action en paiement du compte courant à la date où le rapport avait été établi et un nouveau délai de prescription commence à courir à compter de cette date. Oui, et vous savez que la créance de remboursement d'un compte courant d'associé est soumise à la prescription de 5 ans. Lorsque les fonds inscrits en compte sont apportés à la société pour une durée indéterminée, la prescription de l'action en remboursement court du jour de la demande en paiement du solde par l'associé. Révocation judiciaire d'un gérant pour cause légitime. A été judiciairement révoqué pour cause légitime le gérant d'une société civile immobilière qui a conclu un bail portant sur des locaux détenus par la société à des conditions particulièrement désavantageuses pour elle et au bénéfice d'une seconde société dont il est associé. Cette décision constitue une illustration de l'application de l'article 1851 alinéa 2 du Code civil, au terme duquel le gérant de société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. Cette solution est transposable aux SARL, aux sociétés en commandite par action, aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple. Faute du franchisé. Le non-renouvellement d'un bail commercial portant sur les locaux dans lesquels un franchisé exerce son activité entraîne-t-il nécessairement la résiliation de son contrat de franchise ? Non, répond la Cour d'appel de Paris. Le non-renouvellement du bail n'entraîne pas la caducité du contrat de franchise si celui-ci peut être exécuté dans d'autres locaux. Faute d'indivisibilité de deux contrats, le franchisé ne peut donc rompre volontairement et unilatéralement le contrat de franchise aux fins de se libérer sans frais d'un accord qui ne lui convenait plus. Insuffisance des résultats. La responsabilité des dirigeants à l'égard de la société ou des associés est essentiellement engagée à raison des fautes commises dans la gestion de la société. Ainsi, les mauvais résultats de gestion d'une société sont condamnables s'ils s'accompagnent d'un désintérêt du dirigeant pour les affaires sociales. Par exemple, a été considéré comme fautif le dirigeant d'une société en difficulté qui n'a fait aucun effort sérieux pour redresser la situation et, malgré l'important déficit de la société, n'a pas convoqué une assemblée générale pour informer les associés de la gravité de la situation et leur demander de prendre une décision couvrant sa responsabilité. En revanche, un dirigeant n'a pas été jugé responsable des mauvais résultats de sa société dans la mesure où celle-ci n'avait eu qu'une année d'existence avant que les relations entre les associés se dégradent. Pour caractériser une faute, il aurait fallu, à notre avis, que ce désintérêt soit marqué depuis la constitution de la société et que celle-ci ait eu plusieurs années d'existence. Loi de simplification du droit des sociétés. Cette loi de fin juillet 2019 aborde de nombreux sujets.
Vente et location-gérance de fonds de commerce, droit de vote de l'usufruitier, prorogation de la durée de la société, remplacement d'un dirigeant sous tutelle, octroi de garantie par une SA, rachat de ses actions par une société, fusion, clause d'exclusion d'un associé de SAS, etc. Nous vous en avions présenté par anticipation les principales mesures dans le magazine numéro 6 de juin 2019. Cette loi étant entrée en application le 21 juillet dernier, en voici, dans un inventaire à la Prévert, toutes les autres mesures importantes à connaître, notamment pour les sociétés par actions. Les statuts de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration ou de surveillance à prendre par consultation écrite certaines décisions relevant de ses attributions propres. La majorité exigée pour l'adoption des décisions des assemblées de SA sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, et les abstentions seront exclues du décompte et non plus comptabilisées comme des votes négatifs, ce qui facilitera la prise de décision. Les actionnaires minoritaires des SA non cotés ne pourront plus s'opposer à la dématérialisation des assemblées générales ordinaires. Le conseil d'administration ou le directoire d'une SA peut déléguer à l'un de ses membres, au directeur général ou au directeur général délégué, le soin d'apporter une réponse à une question écrite posée par un actionnaire. Dans les SA cotés ou non, la nullité obligatoire de l'Assemblée en cas de non-présentation du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels est rétablie et la nullité d'une délibération adoptée sans avoir été inscrite à l'ordre du jour devient facultative. La loi Pacte de mai 2019 a introduit la possibilité pour les associés représentant au moins le quart du capital d'une SARL, d'une société en nom collectif et d'une société en commandite simple, de demander la désignation d'un commissaire aux comptes. La loi de simplification du droit des sociétés étend cette possibilité aux actionnaires de sociétés anonymes, aux associés de sociétés en commandite par action et de sociétés par action simplifiée. Notez que, quelle que soit la forme sociale, la demande doit désormais être présentée par des associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital et non le quart, et être motivée. La loi précise que le commissaire aux comptes est alors nommé pour un mandat de 3 exercices. En conséquence, il exerce sa mission dans le cadre de l'audit légal petites entreprises créé par la loi Pacte et non dans le cadre d'un audit légal classique. Les commissaires aux comptes sont dispensés de secret professionnel envers la Commission nationale des financements politiques. Les apports en industrie à une SAS sont dispensés d'évaluation par un commissaire aux apports. Il en va de même des avantages particuliers accordés à un associé ou à un tiers lors de la constitution d'une SAS. Une SA qui détient le contrôle exclusif d'une autre société peut se porter garante plus facilement des engagements de celle-ci envers les tiers. Notamment, l'autorisation d'octroyer la garantie peut être donnée sans limitation de montant. Les délibérations auxquelles ont participé des mandataires sociaux de SA, nommés en violation des dispositions sur la limite d'âge ou réputés démissionnaires d'office, et les décisions prises par eux ne sont pas nulles. L'obligation pour les sociétés par action de convoquer tous les 3 ans une assemblée générale des actionnaires en vue de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés est supprimée. Un directeur général délégué ou un membre du directoire d'une SA peut être autorisé par le conseil d'administration ou le directoire à mettre à jour les statuts de la société après l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital. La répartition du droit de vote entre nus propriétaires et usufruitiers en cas de démembrement de parts sociales ou d'actions est redéfinie
et les modalités de leur participation aux décisions collectives de toutes les sociétés sont précisées. Droit de vote. D'abord, comme auparavant, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices. Ensuite, pour les autres décisions, le droit de vote appartient au nu propriétaire, mais, et c'est là une nouveauté, nu propriétaire et usufruitier peuvent convenir que le droit de vote est exercé par ce dernier. Les statuts ne peuvent pas interdire ou limiter cette convention. Ces nouvelles dispositions, comme les anciennes, ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action, qui bénéficient d'un régime dérogatoire au terme duquel le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, sauf dérogation des statuts. Notez que les statuts peuvent toujours aménager la répartition du droit de vote issu de la loi nouvelle entre nus propriétaires et usufruitiers. Mais encore faut-il qu'ils ne dérogent pas au droit des biens. Par exemple, ils ne peuvent pas réserver le vote sur l'affectation des bénéfices aux nus propriétaires, car cela serait contraire aux droits accordés à l'usufruitier par l'article 578 du Code civil. Droit de participer aux décisions collectives. Jusqu'à présent, aucune disposition légale spécifique ne régissait le droit du nu propriétaire et de l'usufruitier de participer aux assemblées. Dans un souci de sécurisation et de clarification, la loi nouvelle pose pour principe le droit pour le nu propriétaire et l'usufruitier de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote, et sans que les statuts puissent y déroger. Conséquence de ce principe nouveau, l'usufruitier doit être convoqué à toutes les assemblées et a le même droit d'information que le nu propriétaire. De même, en cas de consultation écrite, l'usufruitier doit être informé de la consultation et de son objet, même si le droit de vote est exercé par le nu propriétaire. Ces nouvelles règles s'appliquent à l'ensemble des sociétés, y compris aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action, pour lesquelles il n'existe pas de texte spécial régissant la participation des actionnaires aux décisions collectives. Ces règles s'appliquent aussi à la location de parts ou d'actions, car pour l'exercice des droits attachés à des parts ou actions louées autres que le droit de vote, le bailleur est considéré comme leur nu propriétaire et le locataire comme leur usufruitier. Loi réformant la justice. Les textes d'application de la loi réformant la justice aménagent les dispositions actuelles en raison du remplacement des tribunaux d'instance et de grande instance par le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Les procédures en cours devant les tribunaux d'instance au 1er janvier 2020 seront transférées en l'état aux tribunaux judiciaires compétents. À cette même date, les procédures en cours qui relèveront de la chambre de proximité ou du juge des contentieux de la protection leur seront également transférées. Les procédures de saisie des rémunérations en cours devant le tribunal d'instance seront transférées au juge de l'exécution. Le tribunal judiciaire statuera en dernier ressort, sans appel possible, lorsqu'il connaîtra en matière civile d'une action personnelle ou mobilière, ainsi que dans les matières pour lesquelles il aura compétence exclusive portant sur une demande dont le montant sera inférieur ou égal à 5 000 €. Sont notamment concernées les matières suivantes. État des personnes, succession, baux commerciaux sauf fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, dissolution des associations, procédure collective lorsque le débiteur n'exerce pas une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire statuera à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence ne sera pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de cette demande.
Quel que soit le montant de la demande, le tribunal judiciaire connaîtra en dernier ressort des nombreux contentieux électoraux. Le tribunal judiciaire connaîtra à juge unique, comme actuellement le TGI, des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre, des demandes en reconnaissance et en exéquatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères, des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Il connaîtra aussi à juge unique des contentieux qui relèveront des chambres de proximité et des fonctions de juge de l'exécution. Il traitera encore à juge unique du traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel en la personne du juge des contentieux de la protection. Les chambres de proximité connaîtront seules dans leur ressort d'un grand nombre d'actions spécifiques qui relèvent actuellement de tribunal d'instance, parmi lesquelles on peut notamment citer les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas cette somme, les actions qui relèvent actuellement du tribunal d'instance, à charge d'appel, quel que soit le montant de la demande, ou, en dernier ressort, les demandes relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges et celles relevant de la procédure européenne d'injonction de payer. Le juge des contentieux de la protection connaîtra à charge d'appel des actions tendant à l'expulsion des personnes. Il connaîtra en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel, lorsque la demande excédera cette somme ou sera indéterminée, des actions relatives au baux d'habitation, au crédit à la consommation et au fichier national des incidents de paiement. Rappelons que le juge des contentieux de la protection sera aussi le juge des tutelles des majeurs. À partir du 1er janvier 2020, lorsqu'un conseil de prud'homme aura son siège dans la même commune qu'un tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprendra aussi les services administratifs du conseil de prud'homme. À partir du 1er janvier 2020, un service d'accueil unique du justiciable sera implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité. Ce service sera aussi implanté dans certains conseils de prud'homme et certaines maisons de justice et du droit. Voici l'actualité sociale du mois. Projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Reconduction de la prime Macron, nouvel aménagement de la réduction générale, suppression de la déclaration sociale des indépendants sont quelques-unes des mesures composant les 64 articles du PLFSS 2020. La prime exceptionnelle du pouvoir d'achat serait reconduite en 2020 avec quelques aménagements, notamment la nécessité de mettre en place un accord d'intéressement avant le 30 juin 2020. Le régime de la réduction générale des cotisations patronales et celui des exonérations au titre des aides à domicile seraient adaptés pour neutraliser les effets de la modulation de la contribution d'assurance chômage bonus-malus. Les chèques et les espèces ne seraient plus acceptés par les URSSAF et les caisses de MSA en 2020. Dès le 1er janvier 2020, les entreprises de plus de 149 salariés seraient tenues, sauf dispense, de recourir au nouveau service de dématérialisation de la notification du taux AT-MP. À compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des entreprises devraient y recourir. Dès 2021, les travailleurs indépendants ne seraient plus tenus de souscrire de déclarations sociales de leurs revenus
et porteraient les éléments nécessaires au calcul de leur charge sociale sur leur déclaration fiscale professionnelle. Le congé proche aidant serait indemnisé d'un montant équivalent à celui de l'allocation de présence parentale. Seront concernés les salariés, les indépendants et les agents publics. Allocation aux adultes handicapés. Un décret d'octobre 2019 a procédé à la revalorisation exceptionnelle du montant mensuel maximal de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Son montant est ainsi porté de 860 € à 900 € pour une personne seule. Le décret modifie également le coefficient multiplicateur permettant le calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires de cette allocation vivant en couple. Ainsi, dans ce cas, le plafond pour une personne vivant seule sera majoré de 81% au lieu de 89%. Ces dispositions s'appliquent à compter des allocations dues depuis le mois de novembre 2019. Période d'essai et RTT. La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut donc pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation. Période d'essai et accident du travail. Vous savez que les dispositions du Code du travail protégeant le salarié victime d'un accident du travail contre la rupture de son contrat de travail sont applicables à la rupture notifiée par l'employeur au cours de la période d'essai. Toutefois, la protection ne s'applique que si l'employeur est informé au moment où il notifie la rupture de la suspension du contrat de travail et du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Et c'est à la date de la notification que s'apprécie cette connaissance. Dès lors qu'il est établi que l'employeur, lors de l'envoi de la lettre de rupture, n'avait pas connaissance de l'existence de l'accident du travail dont a été victime le salarié, il était en droit de lui notifier la rupture de la période d'essai, l'intéressé ne bénéficiant pas d'une période de protection légale. Ancien droit à DIF. Le solde des droits acquis au titre du droit individuel à la formation a été définitivement intégré au compte personnel de formation depuis le 23 août 2019. Ainsi donc, les droits acquis au titre du DIF doivent bien être incorporés au CPF et pris en compte dans le calcul de son plafond, qui est, nous le rappelons, de 5 000 € pour les salariés de droit commun et les travailleurs indépendants, et de 8 000 € pour les salariés peu qualifiés ou en situation de handicap et les usagers d'un établissement et service d'aide par le travail. Signalons que le titulaire du CPF doit procéder à l'inscription de son montant de droits acquis au titre du DIF sur son compte avant le 31 décembre 2020 via le site www.moncompteactivité.gouv.fr. Harcèlement moral. Le harcèlement moral d'une salariée a été jugé comme caractérisé du fait notamment du retrait de certaines de ses attributions, d'injures et d'humiliation de la part du nouveau gérant ou de collègues sans réaction de ce dernier. Cette salariée a été par la suite licenciée par son employeur qui lui reprochait d'avoir adopté progressivement une attitude de moins en moins collaborative et d'avoir répandu des rumeurs calomnieuses justifiant la rupture du contrat de travail. Les juges d'appel ont alors décidé que ce licenciement était nul, car l'attitude de moins en moins collaborative de l'intéressé et le fait de créer des dissensions au sein de l'équipe et de dénigrer le gérant constituaient, selon les magistrats du fond, une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime.
Et ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation pour qui, si le comportement du salarié invoqué à l'appui de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral qu'il a subi, la rupture est nulle. Harcèlement sexuel. Un responsable d'exploitation a envoyé de manière répétée et durable entre 2011 et 2013 des SMS au contenu déplacé et pornographique à l'une de ses subordonnées. Cette dernière prétendait y avoir répondu par jeu. Plusieurs témoignages évoquaient par ailleurs l'attitude ambiguë de séduction adoptée par l'intéressé. À la suite de ces événements, l'employeur a licencié ce responsable d'exploitation pour faute grave et celui-ci a contesté cette décision. Les juges d'appel lui ont donné en partie raison puisqu'ils ont exclu la reconnaissance des faits de harcèlement sexuel en s'appuyant sur l'attitude ambiguë de la salariée qui s'en plaignait. Pour les juges, si le licenciement était justifié, il n'était pas fondé sur une faute grave. La haute juridiction partage l'analyse des juges du fond. En l'absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l'encontre de la salariée, l'attitude ambiguë de cette dernière, qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque, excluait que les faits reprochés puissent être qualifiés de harcèlement sexuel. Effectivement, selon le Code du travail, il y a harcèlement sexuel lorsque les faits sont subis par la victime, ce qui suppose l'absence de consentement. En l'espèce, c'est cet élément qui manque pour caractériser le harcèlement. Les juges du fond ont en effet relevé qu'il n'existait pas de preuve que la salariée ait voulu faire cesser ce jeu de séduction. Si, à l'inverse, elle avait exprimé sa volonté de mettre un terme à l'attitude de son supérieur, la qualification de harcèlement sexuel aurait probablement été retenue. Convocation à l'entretien préalable. Au moins 5 jours ouvrables doivent séparer la convocation à l'entretien préalable de l'entretien. Signalons que le jour de remise de la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement ne compte pas dans le délai légal de 5 jours ouvrables à respecter entre convocation et entretien. Ce délai, s'il expire un samedi, se trouve donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Interruption du préavis pour faute grave et indemnité de licenciement. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat de travail. Dès lors, si la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par une salariée qui n'en était pas dispensée a pour effet d'interrompre le préavis, cette interruption doit être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. Allocation chômage des indépendants. Depuis le 1er novembre 2019, le montant de l'allocation des travailleurs indépendants, l'ATI, est fixé à 26,30 € par jour en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Le montant mensuel de l'allocation s'établit donc à 800 € par mois. Cette ATI est attribuée pour une durée de 182 jours calendaires. Retenez qu'en pratique, le travailleur indépendant répondant aux conditions pour bénéficier de l'allocation est susceptible de percevoir au maximum 4 786,60 € sur cette période. Par ailleurs, en application de la loi Avenir professionnel, les travailleurs indépendants qui relèvent depuis le 1er janvier 2018 de l'assurance vieillesse de base du régime général, artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux non réglementés, bénéficient, en application de la prise en compte pour leur droit à la retraite, des périodes pendant lesquelles ils ont perçu l'ATI. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention
et vous donnons rendez-vous en décembre prochain. À bientôt!